Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce lundi soir de la semaine A, si je puis dire. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu saluer mon compagnon du lundi soir, Patrick Simon, mais les ZFE sont une de ses spécialités et je suis très, très content de voir qu'il suit bien ce dossier. Je lui signale en plus que parmi les 9 membres du Conseil constitutionnel, 3 d'entre eux avaient été mêlés à la décision de créer les ZFE, dont Jacqueline Gouraud, qui était à l'époque, je crois, secrétaire d'État aux collectivités locales, et que la logique juridique et les règles de la magistrature auraient voulu que ces 3 personnes se déportent au moment de la décision, ce qu'elles n'ont pas fait. Je pense que ça mettra notre ami Patrick Simon de plus mauvaise humeur encore, mais comme il est toujours au grand large avec sa chronique, je pense qu'il en dormira quand même très bien. Alors, le moment est venu pour moi de vous présenter notre invitée de ce soir. Bonsoir Marie-Hélène Bellac. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous êtes dotée de tous les sacrements de la profession, l'ENS, l'agrégation, vous avez enseigné à l'université et dans le milieu scolaire, alors à la fois dans des établissements difficiles, mais dans des établissements un petit peu plus faciles, notamment à Paris. Vous êtes l'auteur ou l'autrice, comme on peut dire encore aujourd'hui, d'une œuvre considérable. D'abord comme éditeur, puisque vous avez dirigé des manuels d'histoire de Bordas pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2007, mais aussi comme auteur avec, si j'ose dire, une bibliographie longue comme le bras, une vingtaine d'ouvrages, un très grand nombre de collaborations à des ouvrages collectifs, en histoire, bien sûr, d'abord. On vous doit plusieurs études générales, dont en 2024, un ouvrage intitulé « La peur du peuple », qui est un peu une autre histoire de la Seconde République, ouvrage plusieurs fois primé, qui nous rappelait notamment les journées de juin 1848, lorsque la République, qui est certes bonne mère, l'a été un peu moins en réprimant des manifestations ouvrières très durement. Vous nous avez donné une histoire des animaux célèbres en 2015, et puis, oui, j'ai toujours dit que je ne parlerai pas de Napoléon, mais quand même, cette excellente étude sur Napoléon à l'île d'Elbe en 2011, d'autres encore. Vous avez obtenu d'ailleurs toujours dans un environnement napoléonien en 2016, le prix du jury de la Fondation Napoléon pour votre biographie d'Hortense de Beauharnais. Et là, nous entrons un peu dans ces femmes célèbres que vous avez étudiées. Alors, on vient de parler d'Hortense, Agatha Christie en 2022, Louise Michel en 2024. D'ailleurs, ces livres ont tous été primés, mais le dernier, Louise Michel, a été récompensé par l'Académie française. Et puis, j'ajoute aussi, mais ça c'est parce que nous nous connaissons un peu en dehors de l'antenne, que vous avez aussi écrit beaucoup de livres sur la gastronomie, la cuisine, etc. Et que vous ne vous contentez pas d'être, une cuisinière livresque, puisque de temps en temps, et même assez souvent, vous vous livrez à l'exercice des bons petits plats pour les amis, et je vous en remercie. Alors, je vous ai évidemment invité ce soir pour ce livre qui vient de paraître dans la collection de la Bibliothèque des Illustres, qui est une collection commune entre les éditions Perrin et la Bibliothèque nationale de France. George Sand, La passion de la vie. Le 8 juin prochain, ça fera 150 ans que George Sand a quitté ce monde. Et on va le voir tout au long de cette soirée. Ça a été évidemment un immense écrivain, mais aussi une femme passionnante. Je dois vous avouer que pour préparer cette émission, évidemment, j'ai lu votre livre, quitte à être influencé, comme on peut dire, et c'est véritablement une femme que j'ai redécouverte, même que j'ai découverte sur bien des aspects, et qui est, un petit peu oubliée aujourd'hui. D'ailleurs, vous le signalez d'entrée, George Sand, qui était très présente dans les programmes scolaires, en a un peu disparu. Enfin, il en reste quelques traces. Mais d'abord, je voudrais... est-ce que vous pouvez nous évaluer l'œuvre de George Sand ? Parce que L'œuvre de George Sand, oui. Alors, j'ignorais que c'était aussi considérable. Oui, alors, il y a plus de 70 romans, une vingtaine de pièces de théâtre, mais il y a aussi l'histoire de ma vie, il y a aussi, et je dirais presque surtout, sa correspondance énorme. Pour donner une idée,
dans la collection Garnier jaune, éditée par Lubin, il y a 25 volumes. Et la plupart de ces volumes font plus de 1000 pages. Donc ça donne une idée de ce que cette femme a pu écrire. Sainte-Beuve disait méchamment que c'était une vache à écrire. Effectivement, elle écrivait sans arrêt, sans cesse. Ouais. Et d'ailleurs, elle écrivait à ses amis à une époque, d'ailleurs, où c'était le moyen de communication, il faut aussi penser à ça, mais tous les soirs, après dîner, après la soirée, alors que ses amis, ses invités montaient se coucher, elle montait à sa table de travail avec ses plumes, son encre, et elle se mettait à écrire, et elle écrivait une grosse partie de la nuit, jusque vers 4-5 heures du matin, ce qui explique que très souvent, le lendemain, à l'heure du déjeuner, elle apparaissait tout endormie, enfin les yeux pas complètement en face des trous, et que le déjeuner ne se déroulait pas toujours avec elle. Voilà, parce qu'elle avait derrière toute cette nuit d'écriture. Alors, sans entrer tout de suite dans le très vif du sujet, il faut voir aussi que c'est une correspondance qui n'est pas avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'on a les plus grands écrivains, les plus grands hommes politiques, les plus grands musiciens du 19e siècle. Oui, alors elle écrit parce que tout simplement, elle a été amie avec des gens qui étaient des grands musiciens, des grands écrivains, des grands peintres, Delacroix, puisqu'on parle des peintres, évidemment Chopin qui a été son amant, mais aussi Liszt, mais aussi Musset, et puis des grands écrivains comme Balzac, comme Flaubert, avec lequel elle a entretenu dans la dernière partie de sa vie une correspondance extrêmement importante, comme Pauline Viardot, qui aujourd'hui c'est un nom qui nous échappe un peu, mais qui était une grande cantatrice à l'époque, comme Bocage, qui a été le patron, le directeur de l'Odéon, du théâtre de l'Odéon. Mais alors, je voudrais dire quand même que bien sûr, elle correspond avec des gens qui sont passés à la postérité, mais aussi avec sa famille. Beaucoup de lettres, notamment quand elle est à Paris, elle écrit à son fils pratiquement quotidiennement. Et puis aussi à des gens, des personnes qu'on pourrait dire humbles, à des ouvriers, notamment à la période de sa vie où elle s'est beaucoup intéressée au socialisme, aux poètes ouvriers en particulier. Elle leur écrit, mais elle écrit aussi à leurs femmes, comment vont les enfants, merci pour le petit gâteau. Donc c'est vraiment une correspondance tous azimuts, et alors bien qu'on ne doive pas parler de Napoléon, elle écrit aussi, bien sûr, à Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III. Donc vraiment, cette correspondance permet, c'est aussi, enfin moi, en tant qu'historienne, ce qui me passionne, c'est que George Sand, c'est aussi le 19e siècle. C'est toute la richesse fabuleuse de l'histoire, de la littérature du 19e siècle. En plus, on va y venir, je ne veux pas trop commencer à bavarder parce que je suis très bavarde, donc je ne peux pas anticiper les questions. Non, mais nous sommes là pour bavarder. Mais elle a quand même, elle est née en 1804, et donc elle a pratiquement occupé tout le siècle, depuis Napoléon. Elle a connu 2 révolutions, 1830-1848, mais aussi la Commune, les monarchies, l'Empire, la République. Donc, elle a traversé complètement le siècle. Oui, elle les a connues, elle s'y est un peu mêlée aussi. Elle s'y est appliquée, on va voir voilà, ça. oui. Tout à l'heure, vous nous disiez c'est une grande dame ou grande femme du 19e siècle, et elle pourrait être une femme d'aujourd'hui, puisque vous nous révélez, puis vous résumez à un moment donné qu'elle fut féministe, elle a été démocrate, elle a été écologiste, elle était une éducatrice d'avant-garde, et même, nous dites-vous, le prophète des questions de genre. C'était, en fait, on a d'elle cette image, bien sûr, de la femme habillée en homme, éventuellement avec un cigare au bec, mais ça n'est pas que ça. Enfin, je veux dire que ça n'est que sa tenue de campagne, si l'on veut dire. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on a beaucoup parlé de cette tenue. En fait, c'est une tenue qu'elle a adoptée quand elle était adolescente, dans le Berry, qu'elle courait dans la campagne, c'était beaucoup plus pratique, et ça lui permettait notamment de monter à cheval aussi à Califourchon, pas seulement en Amazone, comme le faisaient la plupart des femmes, mais c'est une tenue qu'elle a aussi conservée à Paris quand elle allait au théâtre, parce qu'elle disait « la rampe traîne par terre, se salit dans le ruisseau parisien », alors que là, avec son pantalon et son chapeau, elle pouvait passer plus inaperçue. Et puis même, elle allait au théâtre au parterre où elle se fondait avec les hommes, ses amis. On la voyait pas beaucoup, mais ça, elle portait pas systématiquement cette tenue masculine. Elle pouvait être aussi extrêmement élégante. Alors, effectivement, on l'a caricaturée à partir de ça, et puis aussi à cause de son
nom. Oui, oui. Allez, on y va tout de suite. Alors pourquoi George Sand ? Parce qu'elle s'appelle en réalité Aurore Dupin. D'abord Aurore Dupin, ensuite Aurore Dudevant, voilà. puisqu'elle a épousé Casimir Dudevant. Alors, pourquoi ce nom ? Eh bien, parce que quand elle monte à Paris en 1830, enfin début 1831, elle veut écrire, ça fait partie de ses ambitions. Et à l'époque, une femme ne saurait être publiée, sauf si elle écrit des ouvrages, je dirais, à l'eau de rose. Il y a une petite littérature à l'eau de rose, mais un grand écrivain ne peut pas être féminin. Je veux dire, c'est par nature. Hein, les hommes pensent que la femme est incapable de produire une véritable littérature. Et quand elle arrive à Paris, c'est pour rejoindre son amant, son jeune amant, qu'elle disait... fragile comme un colibri, enfin, elle dit de Jules Sandeau des paroles extraordinaires. Et donc, elle commence à écrire avec Jules Sandeau comme journaliste, et elle signe d'abord du nom de Jules Sandeau. Alors après, il signe en fait J. Sand, et puis ils écrivent notamment un premier roman, Rose et Blanche, qui a un certain succès, qui est signé J. Sand. Et puis le deuxième, qui est Indiana, elle écrit toute seule. Donc, ni elle, ni d'ailleurs Sandeau n'estiment qu'ils doivent co-signer. Et l'éditeur dit, quand même, il faudrait garder ce Sand parce qu'il a une petite notoriété. Donc, ça va permettre de vendre le livre. Et donc, elle réfléchit, elle choisit comme prénom Georges. Georges sans S. Hein. Mmh. Alors, Georges, pourquoi ? Alors, on a dit parce que c'est comme ça qu'on désigne un paysan dans le Berry. C'est un Georges. Bon. Alors, après, on a cherché des explications, je dirais, plus littéraires, en parlant des Géorgiques de Virgile, en disant que c'était pour ça. Et puis aussi, on a dit qu'elle avait été au couvent des Dames Augustines quand elle était adolescente pendant 2 ans, et c'était un couvent de Dames Augustines anglaises. Or, en anglais, Georges peut être un prénom féminin. Donc, elle a connu des jeunes filles qui s'appelaient Georges. Bon, au-delà, après, elle en joue. Alors, d'abord, ça lui permet d'être publiée et de vendre, parce qu'Indiana, c'est son premier succès, un énorme succès. Mais alors, surtout, elle va en jouer, parce qu'elle dit tout le temps, parce que tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est un homme, c'est une femme. Et elle dit, non, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. Enfin, je suis un être. Et ça, c'est très important, parce qu'elle se positionne comme un être. Il n'y a pas... elle récuse finalement cette inégalité homme-femme, et en se plaçant comme ça, comme un être, elle peut revendiquer des droits égaux pour les deux sexes. Mmh. Alors écoutez, on va passer un tout petit peu sa vie, juste sa vie en revue. Elle naît à Paris donc le 1er juillet 1804, et elle n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire elle ne va pas être obligée, on va dire, de travailler très très dur pour avoir une vie assez confortable. Non. Alors son père est officier dans l'armée napoléonienne. Et voilà. Voilà. Et en Italie, c'est là qu'il a rencontré sa mère. Alors du côté du père, on peut se revendiquer d'origine aristocratique, même si c'est par la main gauche, disons. Ouais. Du côté de la mère, par contre, c'est, je dirais presque le ruisseau parisien, parce que la mère était une coureuse d'armée, comme a dit ensuite sa belle-mère. Et quand le père d'Aurore, puisqu'elle s'appelait Aurore à l'époque et non pas Georges, l'a rencontrée, elle était la maîtresse d'un riche fournisseur aux armées, donc en Italie, et elle a quitté ce riche fournisseur qui était âgé pour ce bel officier fringant, et qu'elle a épousé. Ils se sont mariés en cachette parce que le père de la petite Aurore, enfin celui qui allait être le père de la petite Aurore, et d'ailleurs ils se sont mariés un mois avant la naissance de la petite fille, n'osait pas avouer à sa mère qui il avait rencontré et qui il avait épousé. Voilà, ouais. Donc c'était une mésalliance. Et puis donc une réconciliation s'est faite, même si c'est une réconciliation de façade. Les deux femmes se sont toujours détestées. Et ce jeune officier, Maurice, qui s'appelait déjà Maurice, parce que les prénoms reviennent souvent dans la famille, est parti cette fois-ci, toujours dans les armées napoléoniennes, mais en Espagne. Donc il s'est retrouvé à Madrid avec Murat. Et donc la petite Aurore, quand même, a fréquenté Murat. Elle aurait pu croiser Victor Hugo, elle mettait déjà un pantalon. Elle mettait un pantalon pour aller... Voilà. Et puis ils sont rentrés en France, et là... peu de temps après, ils sont arrivés à Nohant, qui était la maison de la grand-mère. Et quelques mois après, le père est mort d'une chute de cheval. D'ailleurs, on dit que c'était un très beau cheval que lui avait offert Murat. Bon. Et à ce moment-là, la mère et la grand-mère se sont déchirées parce que la grand-mère s'est dit qu'elle élèverait bien cette petite fille, qui finalement ressemblait beaucoup à son fils.
Elle a convaincu la mère que la petite fille bénéficierait bien sûr d'une bien meilleure éducation à Nohant, grande maison aristocratique avec belle bibliothèque où on connaissait les bonnes manières. Et elle a achevé de convaincre la mère d'Aurore en lui versant une pension. Elles ont carrément conclu un contrat sous seing privé. Évidemment, pour la petite fille, ça a été une déchirure épouvantable, vraiment, de quitter sa mère, qu'elle ne voyait plus que l'été. Et elle a donc été élevée à Nohant, même si elle allait de temps en temps à Paris, y compris avec sa grand-mère, et voir sa mère, voir sa demi-sœur, etc. Donc, dans cette maison que la grand-mère avait achetée en 1793, au moment où ça ne sentait pas bon du tout. Elle a d'ailleurs été emprisonnée un moment pendant la Terreur. Donc, grosse maison plutôt que château, avec 3 fermes, un grand domaine, donc en plein Berry. Donc, je disais maison plutôt bourgeoise, où il y avait une bibliothèque énorme. Et la petite fille a pu lire très tôt absolument tout. Je dirais, bien sûr, Voltaire, Diderot, enfin tout le XVIIIe siècle, mais même aussi la Bible, enfin toute la littérature qu'on fait trouver dans une grande maison comme ça, où elle a appris les bonnes manières aussi, et où elle a eu une enfance choyée, même si elle a toujours été malheureuse des accords entre enfin même de la haine entre sa mère et sa grand-mère, et qu'à un moment, l'adolescente devenant difficile, la grand-mère vieillissant l'a mis donc 2 ans en pension au couvent des Dames Augustines anglaises, où là encore aussi elle a appris les belles manières, où elle a cru un moment qu'elle allait devenir religieuse, et puis non, finalement, la grand-mère l'a retirée. Donc c'est effectivement une enfance, disons, qui à la fois intéressante parce que elle apprend les bonnes manières, elle lit beaucoup, elle a en plus, alors ça c'est très important, elle a celui qui avait enseigné déjà à son père, qui s'appelle Deschartres, qui lui apprend tout ce qu'on n'apprend pas à une fille. C'est-à-dire qu'elle apprend pas seulement le latin, mais les mathématiques, mais la géologie. Elle apprend même à soigner les malades, parce qu'à la campagne, à l'époque, c'est important. Elle apprend à tirer au revolver. Elle monte à cheval. Elle apprend la musique. Sa grand-mère est une grande musicienne, et elle-même va devenir une grande musicienne. Donc, on peut dire que quand à 19 ans, enfin à peu près, oui, 18-19 ans, sa grand-mère décède, c'est vraiment une jeune fille accomplie, extrêmement... qui a commencé à écrire d'ailleurs, déjà. Oui, à l'âge de 12 ans. Déjà, elle écrit, extrêmement intelligente, mais extrêmement aussi affirmée. Et déjà, je dirais que le personnage de George Sand perce. C'est une femme, c'est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. Oui. On va dire tout de suite, ça n'est ni un garçon manqué, ni un bas bleu, George Sand. C'est quand même une dame de son temps, mais qui, pour des raisons pratiques, à la fois adopte ce prénom masculin, monte à cheval en pantalon, etc. Mais elle est très distinguée et elle pénètre tous les milieux avec une grande facilité. Oui, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'elle pénètre les milieux... je dirais les plus aristocratiques et les plus mondains et les plus littéraires, et aussi parce que c'est aussi quand elle arrive à Paris en 1830, c'est la vie de bohème, bon. Mais aussi elle est à l'aise avec les paysans, et il n'y a qu'à voir d'ailleurs au moment de son décès comment la foule du Berry se presse à l'église. Ouais. D'ailleurs, vous avez prononcé le nom de Nohant, évidemment, qui est lié, associé, indissociable de George Sand. C'est quoi Nohant ? C'est un château, c'est une grande maison, c'est un domaine. C'est une grande maison avec un grand domaine, avec des fermes, donc qui lui rapporte de l'argent, bien sûr, un potager. Enfin, on peut vivre aussi en autarcie, même si elle l'a jamais fait, parce qu'elle fait cultiver quand même dans sa serre des ananas. Enfin, elle est très curieuse de tout. Donc on n'est pas du tout dans le cas d'une autarcie comme ça a pu exister à cette époque. C'est un domaine qu'elle apprend à gérer justement quand elle est adolescente, parce que Deschartres, sachant qu'un jour elle va en hériter, elle est la seule héritière, lui apprend comment gérer le domaine. Et finalement, quand elle épouse Casimir du Devant, sa mère a l'intelligence de faire en sorte que le contrat lui permette de conserver la propriété, c'est-à-dire en cas de séparation, ça lui reviendra, même si pour l'heure, c'est le mari qui gère.
Et donc, effectivement, quand elle va se séparer de son époux, elle va reprendre la totalité de la gestion de Nohant. Et c'est vraiment sa maison, son port d'attache. C'est là où elle vit, c'est là où elle va mourir. Même si elle passe beaucoup de temps à Paris, c'est vraiment là où elle reçoit Ouais. beaucoup de monde. Alors, elle reçoit tout le temps. Elle reçoit tout le temps. Elle On transforme tout dort, le on temps. peut rester 15 jours, on peut, enfin voilà. Voilà, le repas est mis tous les soirs. Il y a les rites. Ah oui, tout à fait. Oui, alors, écoutez, on va... Malheureusement, on n'a qu'1 heure et demie, donc il faut qu'on avance un petit peu. Bon, évidemment, je vais aborder le sujet pour lequel elle a aussi beaucoup intéressé, c'est le sujet de cette femme qui elle-même dit qu'elle ne peut pas vivre sans amour. Alors, elle dit Bien d'abord... sûr. Il ne faut pas qu'une femme soit ignorante. Enfin, pourquoi faudrait-il qu'une femme soit ignorante ? Donc, elle a très bonne éducation, etc. Et puis, elle a cette vie amoureuse qui est presque parfois, lorsqu'on vous lit, parce que on s'attache un peu à l'homme qui partage sa vie, et puis tout à coup, il disparaît, et puis un autre arrive, et puis elle a quand même... Elle enchaîne les amants. Elle a le cœur large comme une péniche, pourrait-on dire. Oui, alors, oui, mais en même temps, elle est extraordinaire parce que, bon, alors, elle a eu ce mari qu'elle a choisi, parce que là aussi, il ne faut pas, on raconte beaucoup, on dit comment elle a eu un mari qui l'a violée, etc. Elle a choisi son mari. D'ailleurs, elle a été très sensible au fait que Casimir lui a demandé sa main avant de la demander à sa mère. Bon. Mais en fait, elle n'avait aucun sentiment amoureux pour Casimir. Hein. Elle pensait qu'elle allait mener une vie tranquille, c'est un bon camarade avec qui elle riait. Bon, après, elle a eu cet enfant, ce Maurice, qu'elle a adulé, et elle a un moment eu un sentiment qu'elle devenait amoureuse de son mari. Enfin, ça n'a pas duré longtemps parce que le mari n'était pas à la hauteur. Elle, c'était une intellectuelle, une femme, une intellectuelle dans le bon sens du terme, hein, une femme qui aimait parler, débattre, faire de la musique. Et lui, tout ça, il connaissait pas. Hein. D'ailleurs, à un moment, elle a essayé de lui faire signer un contrat, comme quoi il allait lire des livres et puis lui faire des comptes rendus. Bon, enfin, c'était complètement peine perdue. Donc, elle a fini. Bon, alors, la situation s'est détériorée entre eux, effectivement, avec des violences. Et elle a fini donc par. Alors, d'abord, elle est tombée amoureuse d'un garçon dont elle s'est dit ce sera un amour platonique à Jasson Aurélien de 16. Voilà. Oui. Hein, bon, on va discuter. Bon, donc ça, là, évidemment, c'était pas ça. Enfin, avant, elle avait quand même eu à Jasson de Grandsagne. Bon, et puis surtout, elle a découvert l'amour-passion avec le petit Jules Sandeau qu'elle a rencontré chez des amis qui étaient étudiants en droit à l'époque. Et à partir de là, elle est arrivée à Paris et c'est frais qu'elle enchaîne les amants. Mais elle a, je dirais, enfin... Quand on la connaît bien, elle dit elle-même, oui, je n'ai pas voulu faire de mal, j'ai voulu, j'ai aimé, quand j'ai quitté, c'est parce que j'aimais plus ou parce que je pensais qu'un autre m'aimerait mieux ou que je l'aimerais davantage. Vous voyez, il y a une certaine... Oui, ces lettres de rupture sont toujours adorables. Oui, oui. On aurait aimé en recevoir de telles. Alors, elle aime les hommes plus jeunes qu'elle, donc elle continue à s'occuper d'eux, elle est leur mère en même temps. Bon, je pense quand même à Chopin, avec lequel elle a vécu 8 ans, et comme elle dit, elle a été réduite à l'abstinence parce qu'il était malade, donc mais elle s'y est réduite quand même. Ouais. Vous voyez. Puis il y a Musset aussi. Oui, il faut dire Musset, alors, ça dure pas longtemps. Moi, je crois que ça avait duré plus longtemps que ça avec Musset. Non, mais ça dure pas. C'est-à-dire que la période où ils vivent ensemble, et notamment à Venise, ne dure pas longtemps. Il faut dire que cette épopée à Venise, ça a été horrible parce qu'elle a été malade, après, puis vraiment malade. Après, c'était lui, donc elle l'a veillé avec le bon docteur Pagallo. Et voilà, et elle tombe dans les bras du docteur. Elle est tombée dans les bras du docteur. Mais ça a duré en ce sens qu'ensuite, pendant près de 2 ans, ils se sont retrouvés, redéchirés. Un jour, elle lui fait parvenir une tête de mort avec les cheveux qu'elle a coupés dedans. Enfin, ça a été absolument terrible. Ouais. Et c'est vraiment l'amour romantique, l'amour à la Byron. Hein. C'est assez extraordinaire. Hein, ouais. Alors, elle tombe amoureuse du médecin de Musset. Elle se sépare de son mari. Elle tombe amoureuse de son avocat. Oui, absolument, de Michel de Bourges. Voilà, tout ça, ça se passe toujours dans le secteur, si l'on peut dire. Michel de Bourges, en plus, l'a initié à la politique. Ouais, donc, voilà, en plus. Donc, alors, on parlera de sa carrière, sa carrière, ses opinions politiques tout à l'heure. Mais malgré tout ça, elle écrit quand même. C'est quand même un écrivain, une écrivaine. Ah oui, non, mais de toute façon, elle écrit, mais elle écrit comme elle respire. Oui. Je vous dis à un moment donné, je crois que c'est La Mare au diable où elle l'écrit en 4 jours. Oui,
Ah oui, elle écrit. C'est Elle écrit, extraordinaire. c'est ce que je disais, elle écrit toutes les nuits. Et d'ailleurs, ses amants doivent se plier à son rythme, hein. Ouais. Ça a été un des problèmes avec Jules Sandeau, c'est qu'il n'était pas capable de suivre. Elle le trouvait paresseux. Ouais. Ouais. Alors, l'homme qu'elle a trouvé quand même qui était très bien pour elle, c'est le dernier. C'est Manceau. Enfin, on pense que c'est Ouais. le dernier. Elle a peut-être eu une ou deux relations, mais pas importantes, avec lequel elle a vécu 15 ans, qui est un ami de Maurice, qui était venu passer Noël à Nohant et qui est devenu son amant. Et Manceau lui taillait ses plumes, s'occupait d'elle, la choyait. Et vraiment, ça a été l'amant pacifié, sans doute, hein. Pas le même amour fou qu'elle avait connu, bien sûr, avec Musset, mais qu'elle a profondément aimé. Ouais. Est-ce qu'elle avait du succès à son époque? Beaucoup de succès. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et d'ailleurs, très vite, elle s'est aperçue qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent avec ses livres qu'avec le domaine de Nohant. Mais il fallait l'entretenir. Donc, elle avait besoin de beaucoup d'argent, hein, parce qu'il fallait entretenir le domaine, les amis qui passaient, les voyages. Elle dépensait aussi beaucoup. Oui, il y a toute justement la partie où vous nous décrivez un peu l'univers de Nohant. On a presque l'impression que si on y était arrivé, elle aurait dit mais restez dans le dîner, quoi. Oui, c'est table voilà. verte. Ouais. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que je reçois Marie-Hélène Bellac, qui vient de publier dans la très très belle collection Bibliothèque des Illustres de Perrin et de la Bibliothèque nationale, George Sand, La Passion de la vie, véritablement la passion de la vie, à quelques jours du 150e anniversaire de la mort de George Sand, mais c'est un personnage tellement considérable au XIXe siècle que il fallait lui consacrer d'abord cet ouvrage magnifiquement illustré, mais vraiment magnifiquement illustré, et puis très très comment dire, qui va vous faire vous intéresser à George Sand si vous l'avez oublié depuis qu'on vous a obligé de lire La Mare au diable quand vous étiez petit. Parce que c'est plus que La Mare au diable. Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et justement, est-ce qu'elle était est-ce qu'elle faisait très attention à ses contrats, à ses revenus de livres Oui, elle était très attentive à ses contrats. Très vite, elle a pris l'habitude de négocier. D'ailleurs, à un moment, elle s'est fâchée avec Bulot, son éditeur. Elle a conclu des contrats avec d'autres, notamment ses ouvrages ont pu être édités, réédités dans plusieurs collections. Oui, elle était extrêmement attentive, d'autant qu'elle voulait laisser à ses enfants, et particulièrement à son fils, je dirais, des revenus suffisants, et ça a été le cas. Oui. Alors, ces livres donc sont parfois considérés, on va dire, des romans champêtres, enfin, des petites choses gentilles, mais il y en a quand même qui ont fait des petits scandales, si je puis dire. Par exemple, Lélia, qui paraît en 1833. Lélia, ça a été un énorme scandale. C'est un énorme scandale parce que, alors, c'est vrai que c'est un livre qui est curieux, parce que c'est à la fois une histoire, c'est pas un roman, un écrit philosophique, un poème, une écriture extrêmement dense, violente, où elle raconte l'histoire d'une femme, Lélia, magnifique, et qui est devenue frigide. Et donc, qui ne peut pas répondre aux avances d'un poète, Stegno. Alors, tout ça va se terminer terriblement mal, parce que Stegno va se suicider, un de ses amis va l'étrangler. C'est un roman noir qui a fait dire, d'ailleurs... c'est vrai que c'est un moment où elle est sans doute mal dans sa peau. D'ailleurs, c'était intéressant, elle a écrit une deuxième version de Lélia, quand elle allait mieux, vous voyez, parce que c'était trop noir. Mais ce roman a fait absolument scandale. Parce on parle de sexualité féminine. En plus, elle décrivait carrément les scènes où elle se refusait. Elle était incapable de répondre aux avances de son amant. Donc, elle décrit des scènes dans le lit. Hein. Donc, à l'époque, c'était impensable. Et c'est c'est le roman de la séparation avec Sandeau. Avec Sandeau, voilà, c'est pour ça, je pense qu'il est... Est-ce qu'il y a de l'autobiographie derrière tout ça? Il est partiellement autobiographique, mais je ne dirais pas, comme l'a dit André Mauroy, que du coup, Georges Sand était frigide, etc. C'est devenu... parce qu'on en est arrivé à ça. Non, c'est un mauvais moment. Ça n'en a pas l'air, en tout cas, quand on connaît la suite. Voilà, oui. Chopin. Justement, Chopin, ça a été vraiment un des grands amours, parce qu'on peut pas. Elle en a eu plusieurs de grands amours, mais. Alors, un des grands amours, parce que. Alors, elle a été amoureuse de Chopin, mais je dirais presque plus encore de sa musique. Voilà. Plus encore de sa musique. Et il y a des scènes où elle décrit comment le soir, quand finalement tout le monde est parti se coucher, avant qu'elle monte, elle se mettait dans le coin, presque sous le piano, et jouait que pour elle. Et Chopin a pratiquement
oui, composé toute son œuvre à Nohant, presque toute son œuvre à Nohant. Donc, ils partageaient leur vie entre Nohant et Paris. Lui, il avait besoin d'être à Paris parce que c'était un musicien célèbre, il avait des élèves, il donnait des concerts. Elle, ce qu'elle aimait, c'était Nohant. Et puis après tout, il disait qu'il n'aimait pas la campagne, mais enfin, c'est quand même à Nohant qui composait. Et donc, ça a été... Alors, il était malade, tuberculose, comme c'est la grande maladie du 19e siècle. Ça s'est très mal terminé, en fait, très tristement terminé, autour de disputes à propos de la fille de George Sand, puisque George Sand a eu 2 enfants, donc un garçon et une fille. Solange, voilà, avec laquelle elle ne s'est pas entendue du tout très vite, une adolescente difficile, qui aguichait Chopin. Et puis il y a eu un problème de mariage, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails d'Aurore. Chopin protégeait un peu Solange. Et donc, c'est autour de ce mariage de Solange que s'est fait la rupture entre Sand et Chopin. Ouais, elle disait que, enfin, vous l'avez signalé tout à l'heure, mais Chopin, c'était son 3e enfant. Enfin, oui, c'était son 3e enfant, et oui, parce qu'il a été tellement malade, il a été tellement tuberculeux que véritablement, puisqu'à l'époque, on ne disait pas qu'il était tuberculeux, mais que vraiment, et c'est pour ça qu'elle disait qu'elle avait plus d'amour, véritablement, parce qu'il était trop malade, et puis qu'il fallait s'en occuper. Oui, et finalement, les 2 qu'on connaît le plus, Musset et Chopin, sont des espèces de météores dans sa vie amoureuse, parce qu'elle a eu des amours beaucoup plus stables, solides, tout au long de sa vie. Enfin, Sandeau, Manceau. Sandeau, pas trop, non. Elle a surtout le dernier. Surtout le dernier. En fait, c'est surtout Manceau, avec lequel elle a vécu 15 ans, et elle a vécu une relation moins passionnelle, où ils s'entendaient très très bien, et qu'elle a même suivi, parce que c'est quand même à Nohant, tout n'était pas rose tous les jours. Son fils a mis à la porte son amant, Manceau, parce on était arrivé Maurice était devenu jaloux de Manceau. Et il y a eu une nuit dramatique, parce qu'à un moment, Manceau a eu l'impression que il allait partir tout seul. Et puis non, elle a dit non, on part tous les deux. Et elle a quitté Nohant pour suivre Manceau. Ils ont acheté une petite maison à Palaiseau, où ils ont vécu peu de temps, parce que Manceau était lui aussi tuberculeux, lui aussi malade. Et donc, il est décédé. Ouais. Alors, l'art, on pourra éventuellement reparler. Elle reçoit des sculpteurs, des musiciens, des chanteuses, Pauline Garcia, Viardot, vous l'avez signalé tout à l'heure. Mais bon, quand même... Alors, on le sait un peu pour ceux qui s'intéressent au Second Empire, il faut le dire, puisqu'il y a toujours la correspondance George Sand, Louis-Napoléon, mais en fait, c'est une républicaine, on va dire, une démocrate au moins, et on la classerait aujourd'hui à gauche, puisque socialiste. Et alors très vite, elle entre dans ce mouvement, alors sans être sur les barricades, mais enfin dès 1830, elle comprend. Alors c'est à partir de 1830, la révolution de 1830, qu'elle rentre en politique tout en disant je ne suis. Là c'est drôle parce qu'elle a un réflexe de femme. Elle dit je ne suis pas capable de parler politique. Et puis en fait c'est surtout à partir de 1835 où elle rencontre donc Michel de Bourges, qui est son avocat, qui la défend contre Casimir du Devant pour qu'elle obtienne donc la séparation. Et Michel de Bourges est un socialiste qui est prêt à faire rougir du sang, le sang de la Seine, en assassinant les trop gros bourgeois. Bon. Donc là, elle se met à fréquenter tous les milieux socialistes. Elle s'y intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'elle lit. Et il ne faut pas oublier quand même que cette première moitié du 19e siècle, c'est la période de ce que l'on appelait les socialismes utopiques, c'est-à-dire qu'il y a une floraison de textes. Elle rencontre notamment Louis Blanc, qui va avoir un rôle très important sur l'organisation du travail. Bon, le Dru-Rollin, enfin, elle rencontre tout le monde. Ce qu'on appellerait la gauche aujourd'hui. Et puis, quand la révolution de 1848 éclate, alors là, elle se précipite à Paris, et là, elle est enthousiasmée par le fait que cette fois-ci, la République est proclamée, puisqu'en 1830, les Républicains avaient été écartés au profit de Louis-Philippe. Donc là, elle veut une bonne République. Et elle a d'ailleurs un passe, elle rencontre, elle va comme elle veut chez les membres du gouvernement.
Elle s'occupe aussi à Nohant de mettre son fils comme maire, de faire proclamer la République. Elle convoque un certain nombre d'ouvriers, d'amis, en leur disant il faut que vous soyez là, et qu'on voit le peuple qui agit. Et puis elle est persuadée d'ailleurs que le peuple sera très long, parce qu'il est très conservateur. Donc ça, elle est très réaliste. C'est aussi un trait de caractère que je pense très important. Oui, alors je vous coupe, mais exemple de... On l'a dit féministe, et puis en fait, elle n'est pas pour le droit de vote des femmes. Non, alors justement, elle est, tout à fait. Alors, ce paradoxe, parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un, on lisait le livre en même temps, et justement, c'est quelque chose qu'on peut ne pas comprendre. Oui, parce que justement, c'est pour ça que je dis que c'est une réaliste, parce que effectivement, il y a une association féminine qui lui propose de présenter sa candidature, tout à fait théorique, puisqu'il y a le suffrage universel masculin est instauré en 1848, on passe quand même de 240 000 électeurs à près de 9 millions, donc c'est quand même énorme, mais l'esclavage est aboli, donc les anciens esclaves ont le droit de voter, mais pas les femmes. Et donc on lui propose quand même, symboliquement, de présenter sa candidature. Elle dit non, elle refuse, mais elle trouve ça vraiment, elle écarte d'un revers de main cette suggestion, et elle explique pourquoi. Elle explique qu'en fait, il faut d'abord faire évoluer le droit à l'intérieur du couple, que tant que la femme n'aura pas l'égalité civile, sera sous le code Napoléon, eh bien, elle sera incapable de voter par elle-même. Et donc, elle ne sera qu'en fait que voter ce que lui dira son mari. Et que donc, il faut d'abord l'égalité civile avant d'arriver au droit de vote. Voyez ? Et elle dit, un jour, il faut d'abord éduquer les femmes. Comme elle pense, après l'échec de la République en 1948, qu'il faut éduquer le peuple. Bon, mais ça, c'est le maître mot, je dirais, du 19e siècle, l'éducation. Elle ne craint pas qu'il tombe sous la coupe des curés, parce que, enfin, je pense, j'ai cru comprendre qu'elle ne les aime pas beaucoup. Elle est très anticléricale. Elle est très anticléricale. Elle est très anticléricale depuis que le curé de Nohant a voulu lui faire avouer ses premiers amours. Elle a estimé que ça ne le regardait pas du tout. Et elle est devenue très anticléricale. Je lis juste une lettre, enfin non, même pas, un article qu'elle publie, alors là, c'est 1844, un peu plus tard. « Le jour où nous nous sommes trouvés sans seigneur, sans abbé, sans dîme ni redevance, nous nous sommes tous imaginés que nous allions être libres et gaillards comme alouettes du champ. Nous nous sommes trompés, foi d'homme. Le pauvre est à la merci du riche, comme autrefois le faible était à la merci du fort. » Pardon. Donc, c'est quand même, ce sont des textes, alors c'est du pur socialisme utopique. Mais du pur, mais en 1848, elle participe au bulletin de la République, qui est le bulletin du ministère de l'Intérieur, qui est publié par Le Dru-Rollin, et il y a un numéro célèbre, entre guillemets, c'est le 16 avril, puisqu'elle dit, si l'Assemblée qui va être élue est conservatrice, eh bien le peuple a le droit de se révolter. Elle appelle à l'insurrection. Ouais. Et elle participe à des journaux, elle crée le fameux journal L'Éclaireur dont on vient de parler, en Berry. Oui, L'Éclaireur. Également, il y a La Cause du peuple. Elle a compris. La Cause du peuple, extraordinaire. Elle a compris combien le journal pouvait jouer un rôle important. En plus, il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, la plupart des romans, presque tous les grands écrivains, c'est pas George Sand, sont publiés d'abord en feuilleton dans les journaux avant d'être publiés en livres reliés. Vous qualifiez Nohant à ce moment-là de copain républicain. Je trouve ça très, très réussi parce qu'on parle aussi un peu de Stahl en ce moment. Donc, Ah oui, ça c'est... Voilà. Et ensuite, alors, elle va, s'adoucir un petit peu. Elle va se ramollir, on va dire. Oui, si on veut. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est l'échec de la République, puisque finalement, Louis-Napoléon, qui rentre en France en septembre 1948, est élu président de la République dès le mois de décembre 1948, sur son nom, mais enfin aussi sur un programme. Bon. Et il va jouer extrêmement habilement. Pour moi, c'est un homme d'une intelligence fascinante, on l'oublie trop souvent, de façon à laisser les conservateurs faire le sale boulot, disons clairement, en éliminant les socialistes, et puis finalement à faire ce coup d'État, et puis à restaurer l'Empire en décembre 1852. Et alors, donc, quand elle voit que la République, il n'y aura pas de République, que la République est morte, elle est absolument désolée. Et puis elle dit, en parlant de Louis-Napoléon, après tout, alors je n'ai plus la phrase exacte en tête, si un autre qu'on n'attendait pas est capable
à la place de la République d'améliorer le sort du peuple, pourquoi pas ? Vous voyez, elle a un certain temps, une certaine indulgence, une certaine attente, une attente qui va être déçue. Alors, elle rencontre Louis-Napoléon, elle obtient d'ailleurs de lui beaucoup d'indulgence pour ses amis qui ont été arrêtés ou incarcérés, mais elle va mettre très 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 longtemps à dire que finalement, elle s'est fait un peu avoir par Louis-Napoléon. Et elle dit d'ailleurs, même, il y a une phrase, j'ai plus en tête, mais qu'après tout, c'est pas lui le fautif, c'est le peuple. Oui. C'est l'ignorance populaire. Oui, alors ce qui est très frappant, c'est qu'elle, alors au début du règne, même du règne impérial, ou non, entre le coup d'État et 1852, elle demande à le voir, il la reçoit tout de suite. Ah oui, il la reçoit tout de suite. C'est donc la preuve que c'est un grand personnage. C'est un grand personnage. Alors il lui avait d'ailleurs envoyé l'extinction du paupérisme quand il était incarcéré au Fort de Ham, et elle lui avait répondu qu'elle trouvait que le contenu était très bien, mais qu'il fallait pas qu'il y ait d'aventure personnelle, que ça, elle s'en méfiait, etc. Mais oui, non, elle lui réécrit à plusieurs reprises, elle écrit aussi à Morny, et puis aussi, alors elle est très amie avec Plomplon. Oui, avec donc Napoléon Jérôme, le fils de Jérôme Bonaparte. Parce qui siège à gauche dans l'Assemblée en 1849, et qui est d'ailleurs, qui emmène son fils Maurice aux États-Unis, qui vient très souvent à Nohant. Vous voyez, on a quand même... À Nohant, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est un lieu extraordinaire, le nombre de gens qui passent là-bas. Chopin meurt en 48, donc ça correspond bien à cette révolution, dans les fameuses journées de juin. Donc tiens, à brûle-pourpoint, comment est-ce qu'elle vit ces journées de juin ? Très mal. Vous nous rappelez ce que c'est en quelques mots ? Oui, alors en juin 48, c'est le Paris où, à la suite au moment de la révolution de 1848, des ateliers avaient été ouverts pour les chômeurs. Bon. Puis ces ateliers sont devenus très vite des endroits où il y avait des gens qui travaillaient et qui ne faisaient rien. Donc le gouvernement a décidé de les fermer. Et le Paris ouvrier s'est levé à l'annonce de la fermeture, et pendant 3 jours, il a été massacré. Il y a 2 grands massacres du Paris ouvrier au XIXe siècle. Ce sont les journées de juin 48 et la Commune. Donc rappelons que vous avez publié un livre sur juin 48, la Seconde République, entre autres, et puis un livre sur Louise Michel. Si on a le temps à la fin de l'émission, on en dira quelques mots, parce que là aussi, ce sont des personnages qui ont une réputation, point. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on les connaît. On a l'impression, par exemple, Georges Sand, on la voit en costume d'homme avec un cigare. Pas très jolie, alors que les portraits de jeunesse montrent qu'elle est quand même assez charmante. Elle est, comme on disait, avait de très beaux yeux. Voilà, et puis les hommes étaient fascinés par ses yeux. Et puis elle aurait un succès fou aujourd'hui, parce qu'elle est légèrement basanée. Elle est presque exotique, si vous voulez, exotique du Berry, mais quand même. Alors, pendant cette période du Second Empire, elle va passer beaucoup de temps à Nohant. C'est vraiment la grande époque de Nohant, avec le théâtre de marionnettes. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de ça ? Parce que, alors, redisons toujours, c'est un peu difficile de parler d'un écrivain sans dire qu'il écrit. Pendant ce temps-là, elle écrit, elle publie. Tout le temps. Et alors, elle n'écrit pas que des romans. En fait, elle avait écrit une première pièce de théâtre qui n'avait pas marché. Puis au moment de la Révolution de 1848, le gouvernement provisoire lui a demandé justement d'écrire une pièce éducative qui a marché. Et là, elle s'est dit, je vais me remettre au théâtre. Et donc, effectivement, elle va adapter ou écrire une vingtaine de pièces de théâtre. Et à Nohant devient le laboratoire où elle essaye ses pièces de théâtre. Alors, à Nohant, il faut savoir qu'elle aménage une partie, on voit toujours, d'ailleurs, quand on visite la maison de Nohant, il y a le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre des acteurs vivants, où on peut jouer les pièces de théâtre qu'elle écrit, et puis le théâtre des marionnettes. Parce que son fils, Maurice, était un fanatique de marionnettes. Et donc, on passait les soirées à coudre, à fabriquer les marionnettes, à coudre les robes ou les costumes, et à inventer les représentations. Mais si vous voulez, on retourne à Nohant tout à l'heure, mais nous avons une espèce de tradition, mais une tradition tellement nécessaire à Radio Courtoisie, c'est de vous passer à peu près à ce moment-là de l'émission une petite annonce qu'Axel va nous faire écouter. Chers amis de Radio Courtoisie, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes désormais disponibles gratuitement en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Politique, société, religion, littérature, histoire et culture. Retrouvez désormais toutes vos émissions préférées directement dans vos téléphones.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes de retour, mais enfin, on n'était pas parti très longtemps non plus. Hein. Je reçois ce soir Marie-Hélène Bellac, historienne, qui publie ces jours-ci George Sand, La passion de la vie, chez Perrin, Bibliothèque nationale de France, dans la très belle collection, et j'ajouterai très belle et très bon marché collection Bibliothèque des Illustres, extrêmement illustrée avec des documents qui proviennent de la Bibliothèque nationale de France. Ça coûte 25 €. Alors vous allez me dire, évidemment, 25 € c'est cher, mais aujourd'hui les livres sont tous très chers. Peut-être qu'un jour on recevra ici un éditeur pour lui faire parler de ce qui va et ne va pas dans l'édition, mais ça n'est pas notre sujet, encore que nous parlons d'édition au 19e siècle. Mais là, il y a une couverture rigide, un très beau papier. Beaucoup de documents. En fait, c'est le prix d'un ouvrage normal, alors qu'on a là un ouvrage presque de beaux-arts. Voilà, et on voit l'écriture de George Sand, il y a quelques images de Nohant, il y a son entourage, ses enfants, en fait, etc. Tout ça est très réussi. Alors, pardon. Revenons au théâtre. Est-ce qu'elle a eu du succès au théâtre ? Est-ce que ses pièces ont marché ? Oui, elle a eu plus ou moins de succès. Certaines pièces ont marché mieux que d'autres. La pièce qui a le mieux marché, je crois que c'est 1860, c'est Le Marquis de Villemer, où là d'ailleurs l'empereur était présent avec son épouse, les ministres. À l'Odéon, la place a été envahie par les étudiants qui l'ont acclamée, qui l'ont ramenée chez elle en lui faisant cortège. Donc, elle a eu quelques très, très beaux succès. Alors, en fait, ce qu'elle aimait dans le théâtre, je crois que c'était pas seulement l'écriture de la pièce, c'était aussi tout ce qui était autour. Parce que donc, comme je disais, à Nohant, elle expérimentait ses pièces. C'est-à-dire qu'elle les faisait jouer par des amateurs, par elle-même d'ailleurs, parfois. Un jour, elle tient le rôle de la jeune première, parce qu'il n'y avait personne d'autre, donc et donc elle invitait les amis qui étaient là, il y avait parfois des gens des environs qui se joignaient, et donc on faisait représentation théâtrale, mais très tard, jusqu'à 2h du matin, après on servait un souper, et puis alors après, une fois que la pièce était rodée, elle montait à Paris, avant même pour les représentations, pour les répétitions. Donc là, elle était extrêmement active, elle allait aux répétitions, elle faisait aussi ses courses, elle voyait plein de monde, elle allait elle-même au théâtre parce qu'elle adorait le théâtre. Et puis, après, elle était là le jour de la première, et puis après, elle rentrait à Nohant. Donc, c'était vraiment une grande aventure à chaque fois. Elle a même été jouée à la Comédie Française en 1848. Oui, voilà. Donc, c'était très important pour elle. Pendant une partie de sa vie, disons la deuxième partie de sa vie, alors elle continue à écrire des romans, mais ça a été vraiment très important. Ouais. Oui. Alors, vous nous parliez du théâtre de marionnettes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut visiter Nohant. Oui. Qu'on voit cette pièce, enfin, j'imagine qu'elle a été réduite par rapport à ce que devait être l'endroit des représentations à ce moment-là. Pas tellement. En fait, on pouvait mettre une 60aine de personnes, de spectateurs, mais assez serré. Il faut quand même aussi dire qu'au XIXe siècle, dans les grandes maisons en province, et plutôt les maisons de la noblesse, on avait des théâtres amateurs. C'était quelque chose qui est très en vogue. Et on estime que le théâtre de Nohant était sans doute le plus beau théâtre de l'époque. Le plus beau théâtre amateur de l'époque, avec des décors, avec des coulisses, etc. Et alors, donc, il y avait d'un côté, si on est en face, on se tourne selon, on orientait d'une manière ou d'une autre les spectateurs. Il y avait donc le théâtre des acteurs vivants, et puis il y avait le théâtre des marionnettes. Alors, le théâtre des marionnettes, ça a commencé à l'époque d'ailleurs où Chopin était encore à Nohant, et donc au début, c'était un théâtre qu'on faisait, on s'amusait derrière 2 chaises, on mettait un espèce de petit cache, et puis on agitait des petites marionnettes qui étaient faites tout simplement avec du bois, un bois tendre. Et c'est son fils Maurice, qui était extrêmement féru, et qui est devenu un marionnettiste très reconnu. Même aujourd'hui, encore dans le monde de la marionnette, il est considéré comme quelqu'un d'extrêmement capable et important. Donc, progressivement, ce théâtre des marionnettes s'est enrichi. Alors, très souvent, on se contentait d'écrire un début de texte, et puis à partir de là, on pouvait improviser, ou tout le monde donnait son avis.
Et puis, il fallait faire les costumes. Et puis, quand on avait installé tout ça, on invitait les gens environnants. Et puis, pareil, on faisait le spectacle de marionnettes. Mais à Nohant, il y a beaucoup de marionnettes qui ont été conservées. Hein, beaucoup. Hein. C'est absolument magnifique. C'est très, très, très intéressant à voir. Et elle a même préfacé un livre de son fils sur les marionnettes. Ouais. Et alors les sciences aussi. Alors là, on est étonné. Les grands scientifiques de l'époque. Oui, comme Geoffroy de Saint-Hilaire. Geoffroy de Saint-Hilaire. Ici, Geoffroy de Saint-Hilaire. Nous aimons beaucoup à la Fondation Napoléon, puisque nous sommes rue Geoffroy Saint-Hilaire. Oui. Alors, effectivement, parce que d'abord, elle s'intéresse à la nature. Elle a été élevée dans la nature, donc elle a toujours jardiné. Hein, et puis, elle a fait des petits jardins pour elle. Quand elle était, jeune, j'irais vers 10-12 ans, qu'elle avait de gros soucis, parce qu'il y avait sa mère, sa grand-mère, elle était malheureuse. Alors, elle s'était inventée une sorte de dieu qui était ni un dieu ni une déesse, qui s'appelait Corambé. Et alors, au fond d'un bois, mais bien caché, elle avait installé un autel et elle lui apportait des offrandes. Elle ouvrait des petites boîtes dans lesquelles elle mettait, par exemple, un insecte et elle lui rendait la liberté. Parce que Corambé, c'était le dieu de la liberté. Donc, elle a toujours aimé la nature, elle s'est toujours intéressée à la nature. Et de là, elle ne s'est pas intéressée seulement, je dirais, au jardinage ou au potager, mais elle s'intéressait à la géologie. Elle s'est intéressée aussi beaucoup à tous les animaux. Il y avait par exemple... il y avait toutes sortes d'animaux, d'oiseaux. Alors, les oiseaux, elle aimait beaucoup les oiseaux, mais elle avait même une tortue et elle disait que c'était le seul animal avec lequel elle n'avait jamais réussi à communiquer. Évidemment. La tortue, c'était le seul. Tous les autres, ça marchait, mais pas la tortue. Donc, beaucoup d'animaux à Nohant toujours. Et puis, les papillons, parce que son fils était un fervent collectionneur de papillons. Donc, il y avait tout un certain nombre de rites pour notamment capturer les papillons, notamment ce qu'on appelait la chasse à la mielée, où on mettait du miel sur les troncs d'arbres pour capturer. Donc, on capturait les chenilles, il fallait ensuite les laisser éclore. Et d'ailleurs, c'est pareil, son fils a publié un énorme livre sur les papillons qu'elle a préfacé. Elle l'a beaucoup aidé, donc elle connaissait très, très, très bien les papillons. Et à un moment... à l'époque de Manceau a acheté, pas très loin de Nohant, ça doit être à une 30aine de kilomètres de Nohant, dans un village qui s'appelle Gargilès, qui est un très joli village, une maison très très modeste, hein, c'était un bout de maison. Là, alors elle disait, c'était tout petit comme un bateau, c'est-à-dire que tout avait été étudié pour qu'ils puissent mettre leurs verres, leurs affaires. C'était tout petit, il lui faisait cuire l'omelette aux écrevisses, enfin... Et ils allaient, pareil, chercher les plantes rares, les cailloux. Donc, en fait, elle connaissait très, très, très bien toutes les sciences de la nature. Donc, elle a effectivement beaucoup correspondu avec Geoffroy Saint-Hilaire. Donc, elle allait, quand elle était à Paris, voir la ménagerie, hein, bien sûr. Elle s'est passionnée au point d'en arriver, évidemment, je dirais c'est naturel, à prendre la défense de la nature. Donc, on a pu dire qu'elle avait été une écologiste avant l'heure, et c'est vrai que j'ai dû en citer des passages, mais elle écrit notamment une lettre pour prendre, enfin, c'est plus une lettre, c'est un article qui doit faire près de 14 pages dans une revue qui s'appelle Le Temps, pour prendre la défense de la forêt de Fontainebleau à une époque, c'est juste après la guerre de 1870 contre la Prusse, où il était question de remettre en coupe une partie de la forêt. Tout simplement, l'État avait besoin d'argent, donc il vendait... une partie de la forêt pour la mettre en coupe. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'elle explique bien le lien qui existe entre l'homme et la nature et comment, en fait, l'homme et la nature sont en symbiose et que si l'homme détruit la nature, lui-même se détruira. Donc, il y a vraiment des textes, c'est pas seulement l'amour de la nature, c'est déjà une vision d'écologiste. C'est une écologiste un peu... tendre avec son public, j'imagine. Elle ne nous donnerait pas des coups de bâton. Ah oui, non, mais Georges... Revenons aux ZFE de notre ami c'est pour ça que je dis que Georges Sand, c'est une femme qui a des convictions, mais c'est en même temps une femme ouverte, une femme de consensus, une femme qui est prête à écouter. Hein, vous voyez, c'est pas du tout une femme de clivage. Ça. C'est pour ça aussi que c'est la grande femme. Hein, quand même, Hugo a dit c'est la grande femme. Oui. Alors, passez-moi l'expression, je ne sais pas si elle est tout à fait indiquée, mais je l'ai trouvée très féminine. Oui,
C'est-à-dire le contraire de l'image oui. qu'on donne d'elle. Parce qu'elle est maternelle aussi. Oui, Je voilà. pense que ça y contribue. Oui, puis en même temps, justement, cet amour de la nature a Oui. quelque chose de très touchant. Alors, je ne dis Oui. pas que les femmes sont faites pour aller se promener dans les champs, Oui, c'est pas oui, du tout non, ce que j'ai mais- voulu oui, dire, oui, mais oui. elle est... on le voit même d'ailleurs dans ses amours, elle est d'une tendresse... enfin, jusqu'au moment final, elle est très Oui, tendre, mais les lettres elle d'adieu... peut, regardez, quand elle quitte Jules Sandeau, après elle s'en inquiète parce qu'elle sait qu'il Oui. est très très mal. Ouais, Donc ouais, elle ouais, demande à un ami de s'en occuper, de Oui, s'occuper du petit Jules. Oui, je ne sais plus à qui elle écrit. Peut-être c'est Sandeau, mais elle écrit quelque chose comme nous allons nous quitter, mais en fait nous nous quitterons jamais parce Oui, qu'on oui, restera toujours oui, oui, en oui, contact, etc. Oui, oui. Enfin, c'est Oui. très très belle lettre d'adieu. Et puis il y a les romans comment dire de Nohan, ce qu'on a appelé les romans champêtres, Oui. qui sont d'ailleurs, enfin c'est un peu utilisé aujourd'hui. C'est péjoratif, ça ne Oui. l'était pas à l'époque. Bien sûr, hein, ça a fait son grand donc, succès. La Mare au diable, La petite Oui. Fanette, Les maîtres sonneurs, 24 romans entre 1848 et 1864. Oui. C'est Oui, alors en fait, il y a 3 périodes. Il y a les premiers romans, c'est les romans féministes. Là, ce sont les romans où elle prend la défense des femmes malheureuses en mariage, où elle milite pour l'égalité de l'homme et de la femme. C'est gros, là, bon, ça ne veut pas dire que le thème disparaît après, hein, mais disons que les premiers romans sont vraiment axés là-dessus dans les années 30. Après, il y a les romans qu'elle dit elle-même socialistes. Alors là où elle prône même dans Le péché de Monsieur Antoine, à la fin, finalement, tout finit bien parce qu'ils vont créer une sorte de communauté qui ressemble à une communauté. C'est pas un phalanstère, mais il y a un aspect communiste. D'ailleurs, elle a une conception du communisme qui est bien à elle. Hein. Pour elle, Oui. pour elle, c'est pas quelque chose de violent, hein, pas du tout. Hein. Pour elle, le communisme, c'est la communauté de biens dans laquelle tout le monde sera heureux, où ce sera vraiment un vrai paradis, quoi. Et d'ailleurs, à un moment, elle a investi une partie de son argent pour aider Pierre Leroux, qui avait à Boussac créé comme ça une sorte de communauté. Bon, au bout d'un moment, elle a arrêté parce qu'elle a dit, moi aussi, j'ai besoin de mon argent, je ne peux pas le donner tout le temps aux autres. Hein. Ouais. Donc, en fait, c'est sa deuxième période de romans. Et puis après, il y a effectivement les romans champêtres et puis les contes aussi pour ses petites filles qui ont beaucoup de succès. D'ailleurs, certains de ses amis qui avaient... disons, souffert des romans socialistes, disent, bon, ça va, maintenant elle revient quand même à quelque chose de raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui d'elle? Qu'est-ce qui reste d'abord, qu'est-ce qui est disponible? Tout est disponible. Tout est et disponible, l'éditeur, réédité. c'est Là, on vient de Gallimard, rééditer c'est- l'histoire de ma vie. Ouais. Non, on peut trouver tout ce qu'on veut. Ouais. Mais- Alors, qu'est-ce qu'on peut allez-y. lire? Oui, Ouais. alors c'est compliqué parce que moi, j'aime beaucoup Consuelo. Oui. Consuelo, bon, alors c'est un gros livre, hein, il fait plus de 1000 pages, mais j'irais presque, même si on n'arrive pas à lire jusqu'au bout, ça vaut le coup de le lire, au moins dans ses 2 tiers, parce que c'est l'histoire d'une musicienne. Elle a pris beaucoup de Pauline Viardot, d'ailleurs, dans le personnage de Consuelo, d'une musicienne à Venise, dans ses écoles, vous savez, de musique. Ça se passe ensuite dans l'Europe de l'Est. Elle est amoureuse. Enfin, c'est un superbe. Enfin, je trouve que c'est un superbe roman. Enfin, on peut lire Horace. Alors là, c'est un roman socialiste. C'est bien. Le péché de Monsieur Antoine aussi. On peut lire. Je ne sais Tout ce qu'on veut. ce qu'on- Alors, le projet d'histoire de ma vie, est-ce que c'est de la prétention? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est des... Alors, histoire de C'est ma des vie. Alors, histoire de quantités. ma vie, c'est très intéressant, mais il faut savoir que la première partie, même une grosse moitié, l'histoire de ma vie raconte plutôt l'histoire de ses ancêtres. Hein. Hmm. Et donc, c'est plutôt un ouvrage, je dirais, historique. Et puis ensuite, elle passe à sa vie, en disant évidemment pas Ouais. tout. Donc, effectivement, on peut lire aussi l'histoire de ma vie, mais à mon avis, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Bon, on peut lire, un livre qu'on peut lire qui est très, très beau, c'est Elle et lui. C'est une réponse à Musset. Ah. En fait, c'est la façon dont elle a vécu son amour avec Musset. Il n'y a pas lui et elle pour lui Oui, répondre? mais lui et elle, ou- non, c'est le Ouais. contraire. Il y avait Ah lui ouais. et elle qui avait été écrit par le frère de Musset, et elle répond avec elle et lui. Oui. Alors là, si on veut lire un beau roman romantique, en plus, c'est pas très long, il faut lire elle et lui. Bon, Voilà, bah voilà. on a Donc, trouvé. Des bons conseils de lecture. Alors, je voudrais qu'on termine avec Nohan, parce que Nohan, ça existe encore. Ça peut être visité. Bon, Et j'imagine ça que mérite vous d'être avez dû y visité. passer Oui. beaucoup de Oui. temps.
D'abord, c'est où et on y va comment? C'est dans l'Indre, on va à Voilà, Châteauroux. voilà. Et puis après, il vaut mieux prendre une voiture. Enfin, c'est pas Ouais, d'un ouais. accès. Non, c'est- c'est la campagne, Oui, oui. c'est la campagne. Bon, c'est plus facile qu'avant. D'ailleurs, au fur et à mesure, au début, quand on voulait aller à Nohant, c'était 3 jours. Et puis après, Ouais. il y a eu le train. C'est Mm. devenu beaucoup plus facile d'accès Ouais. au fur et à mesure que les années de Georges Sand ont passé. Ça a été très, très bien restauré. Il faut Ça dire que la appartient petite fille, à l'État, à la l'État. petite fille de Georges Sand a eu la bonne idée de le léguer à l'État. Et ça a été extrêmement bien restauré. Il y a beaucoup d'activités. Donc vraiment, ça mérite d'aller à Nohant. Il faut aussi aller à Gargilès. Alors Gargilès, c'est tout petit, hein, il n'y a Ouais. pas grand-chose à voir. Mais le site est tellement magnifique que vraiment, ça vaut le coup. Et puis, il faut savoir, quand même, cette région, il y a beaucoup de vieux châteaux, hein, de châteaux du XIIe, XIIIe siècle, qui sont assez impressionnants. Oui, oui, c'est une belle région. Donc on fait une excursion Voilà, et on on fait s'arrête une, à eh ben Nohant. oui, on fait une excursion. Oui, oui, et là, il va y avoir les journées Chopin, hein, Ouais, ouais. qui commencent avec Alors, les est-ce qu'ils ont concerts. prévu des choses pour le 150e Oui, oui, il y a anniversaire de la beaucoup mort de il y a Georges beaucoup, Sand? notamment, il y a eu des conférences, Ouais, et il y a beaucoup autour de Chopin, surtout de concerts. ouais. Oui, oui. Et alors, elle meurt de quoi? Eh bien, elle meurt apparemment d'une diable en occlusion. elle, Voilà, elle a dit-elle à le un diable en moment, elle. ouais. Elle meurt d'une occlusion intestinale. Elle a Ouais. toujours eu des problèmes, mais comme elle disait, bon, à part ça, tout le reste va bien, ma tête va bien, Ouais, ouais, ouais. donc c'est l'essentiel. Mais elle a sans doute énormément souffert dans les derniers jours de sa vie. Ouais, ouais. Et ses obsèques sont À Nohant, à Nohant. Ah oui, elle est enterrée à Nohant. Ça tombe d'ailleurs à côté de la maison, si je me Absolument, rappelle tout bien. à fait. Ouais, Comme ouais. celle de sa petite fille Nini. Ouais. Donc là, c'est un cimetière. C'est la famille. Ouais. Oui, oui. Et alors, vous racontez qu'à l'enterrement, on lit un texte qu'a envoyé Victor Hugo. Oui. Parce que ces deux, on va dire, à l'époque, ces deux géants de la littérature Oui, ne se sont oui. jamais rencontrés. Oui. Et alors que Victor Hugo, lui aussi, Oui. recevait quand même assez facilement Alors, son elle l'aimait à avenue. moitié. Hein. Ouais. Elle l'aimait pas trop. Bon, mais en tout cas, il fait un texte magnifique, Magnifique. pour lui rendre hommage. Et donc, c'est l'enterrement de Georges Sand à Nohant. Donc, on trouve ce texte dans le livre de Marie-Hélène Bellac, Georges Sand, La passion de la vie, chez Perrin et à la Bibliothèque nationale de France. Que sont devenus les enfants? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je sais Alors, pas, il y a Monsieur plus Sand ou une d'enfants. Madame Non, Sand? non, Ouais. non. Enfin, il y a. Et c'est pas vraiment des enfants, c'est un enfant adopté. Voilà. D'accord. Hein. Parce Parce qu'en que Maurice fait, et Solange voilà, il y a ont... Maurice et Solange. Donc, les enfants de Solange sont morts, d'ailleurs. Hein, il y a une première petite fille qui est morte tout de suite. Ensuite, il y a une deuxième dont Georges Sand s'est occupé, qui a passé Nini, qui a Ouais. passé un peu de temps à Nohant. Donc, justement, on lui faisait un jardin avec une fontaine. Et puis, Manceau avait mis un jet d'eau. Enfin, Ouais, ouais. chercher des pierres à l'église de Vic pour que ce soit plus joli, qu'il y ait une espèce de rocaille, etc. Et puis, il y a donc Maurice qui a eu deux filles, alors là, qui ont été les petites filles de Georges Sand, dont elle s'est beaucoup occupée hein, dans la dernière partie de sa vie. C'est pour elle qu'elle a écrit notamment des contes. Et donc, ces petites filles, il y en a eu une qui est décédée sans Postérité, héritier. ouais. Et puis l'autre, en fait, qui a adopté un garçon, mais enfin, elle a donné l'essentiel. De toute façon, avait été vendu. Maurice a vendu beaucoup et Solange ont vendu Ouais. beaucoup pour vivre. C'est une de ses filles qui est morte en 1961, Voilà, c'est c'est ça? celle, Donc c'est celle qui a donné, c'est Ouais. une petite fille, qui a donné la maison de Nohant. Ah ouais, Oui, très, oui. très tardif en fait. Oui, oui, Hein. oui, Elle, oui, elle a oui, vécu oui. assez Oui, longtemps. Tout à fait. Et elle a connu sa grand-mère. Oui. Alors, écoutez, on se résume. On avait commencé par... vous aviez défini Georges Sand dans, on va dire, non pas la conclusion, mais dans les dernières pages de votre livre. Alors, féministe. Vous me répondez rapidement. Alors, elle l'est pas? Non, elle est féministe, mais c'est pas une féministe vendicative qui est contre les hommes. Voilà. Elle veut que l'homme et la femme soient égaux, mais elle ne combat pas les hommes. C'est pas, et elle n'est pas contre le mariage, même si elle montre des mariages horribles dans ses romans. Ouais. Elle est contre le mariage arrangé où la femme est malheureuse, mais un mariage d'amour, elle est pour. Bon, voilà, donc je rassure notre auditeur Denis qui me posait une question avec beaucoup d'humour tout à l'heure en me demandant
si elle était une devancière de Sandrine Rousseau. Non, pas du tout. Et je me suis même permise de dire l'autre jour, après je me suis dit, je me suis peut-être engagée un peu loin, ce n'est pas une féministe à la sauce MeToo. Et je me suis dit, oh là là, Marie. Vous avez très bien fait. Ici, vous êtes sur Radio Courtoisie. Oui, si je peux le dire, mais peut-être que tu n'aurais pas dû dire ça. Écoutez, ici, on peut dire beaucoup de choses. Alors, pas n'importe quoi, mais on peut dire beaucoup de choses. Et puis après tout, ceux qui en seraient blessés sont ceux qui ne veulent pas débattre. Non, mais elle est féministe, mais elle n'est pas contre les hommes. Voilà. Bon, voilà. Elle est démocrate ? Ah oui, elle est démocrate. Elle est pour une république, une bonne république, comme elle dit. C'est-à-dire, elle veut l'égalité entre les hommes, elle veut la justice. Et elle est aussi pour la fraternité. Et elle en donne elle-même l'exemple. Alors, elle est écologiste ? Oui, elle est écologiste, on l'a dit tout à l'heure, en fait. Oui. Elle est écologiste avant la lettre, mais là aussi, sans violence. Voilà, elle pense qu'elle a bien compris le rôle que l'homme avait, le rapport entre l'homme et la nature et la nécessité de préserver la nature. Oui, elle était plus pour une réconciliation que pour une séparation. Voilà, exactement. Alors, éducatrice d'avant-garde. Alors ça c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Oui, parce qu'en fait, elle a surtout, elle s'est occupée d'élever ses enfants, même si elle a donné des précepteurs. Hein, ses enfants, elle n'avait pas le temps, de toute façon. Hein. Mais quand même, elle a beaucoup appris à ses enfants, et notamment à Maurice. Surtout, elle s'est beaucoup occupée de Maurice et lui a dû apprendre l'histoire telle qu'elle la voyait, notamment de lui enseigner que la Révolution était le début de tout. Et elle lui disait surtout, ne dis pas ça à ton père, parce qu'il ne serait pas content. Donc, et surtout, c'est pour ses petites filles qu'elle s'est occupée de leur apprendre à lire, à écrire, la littérature. Elle a même écrit elle-même un petit ouvrage pour expliquer. Voilà, donc elle est pour une éducation totale, ce qui est très à la mode. Ce qui, au 19e siècle, c'est aussi les socialistes, Louise Michel, par exemple, aussi pour ce type d'éducation. On va en dire 2 mots, on a encore un tout petit peu de temps, on va parler de Louise tout à l'heure. Et alors, prophète des questions de genre. Alors ça, en quoi elle l'est. Et en quoi, aujourd'hui, finalement, on devrait envoyer les 90 volumes de George Sand à ceux qui auraient besoin d'en lire. Elle a eu cette prescience je ne sais pas, du féminisme, du wokisme. Oui, mais elle estime que c'est presque, je vais dire, un faux combat. C'est-à-dire qu'elle est pour une réconciliation de l'homme et de la femme, qui sont tous les deux, c'est pour ça qu'elle aime le mot « être », qu'elle dit « je suis un être », parce que au fond, la nature a fait des êtres qui ont tous les mêmes droits, qui doivent tous avoir les mêmes capacités, ce qui ne veut pas dire qu'elle nie la différence entre l'homme et la femme, mais pour elle, la question ne se pose pas en question d'antagonisme. Voilà. Alors, Panthéon ou pas Panthéon pour George Sand, puisque, écoutez, vous avez le droit aussi de demander qu'on la mette au Panthéon. J'ai signé la pétition pour qu'on la mette au Panthéon, sans grande illusion sur mon pouvoir. Mais enfin, c'est vrai, on dit la patrie reconnaissante, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Elle, comme Victor Hugo a dit, la grande femme, la patrie reconnaissante. En plus, je vais vous dire honnêtement, je trouve que dans notre période actuelle de clivage, de problèmes, de difficultés, c'est une femme qui défend des idées saines, actuelles, parce que l'égalité homme-femme, la démocratie, la justice, l'intérêt pour les pauvres, l'intérêt pour la nature, je veux dire, ce sont vraiment des combats actuels, et elle les défend avec un certain bon sens, une raison. Je trouve que ça ferait du bien. Ça ferait du bien de panthéoniser quelqu'un comme ça. Bon, écoutez, alors vous allez tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous en convaincre en lisant le livre de Marie-Hélène Bellac, George Sand, La passion de la vie. Et vous voyez que même sa biographe a aussi beaucoup de passion. C'est paru chez Perrin, Bibliothèque nationale, dans la collection, la magnifique collection qui s'appelle Bibliothèque des illustres, où il y a déjà eu une demi-douzaine ou une douzaine d'ouvrages publiés sur les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire de France et peut-être un jour de l'histoire mondiale. Alors, on resignalera tout à l'heure à nos auditeurs l'existence de ce livre, de votre livre, mais vous avez aussi étudié 2 femmes, alors il nous reste un gros 5 minutes, 2 femmes, là aussi où on aurait pu faire toute une émission, Agatha Christie d'un côté
Louise Michel de l'autre, c'est pas exactement le même genre de femme. Alors, comment vous choisissez vos femmes, finalement? Parce que j'aime les femmes fortes. Ouais. Voilà. Oui. Qui ont une personnalité et qui ont une... quand je dis qui ont une personnalité, qui sont fortes avec elles-mêmes, je veux dire, qui ont une... qui sont honnêtes avec elles-mêmes. Voilà. Voilà. Ça me semble très important. Oui. Alors, c'est comme vous dites, un domaine très différent. Alors, Agatha Christie, bien sûr, la grande romancière, c'est quand même la femme qui a inventé le roman d'énigmes, qui est un peu différent d'ailleurs du roman policier. Et là aussi, les gens ne connaissent pas bien sa vie, parce que cette femme qui a divorcé, pour elle, c'était l'horreur de divorcer. Quand son mari lui a demandé le divorce, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a disparu, elle a complètement raté son coup, parce qu'elle pensait que ça allait l'apitoyer, pas du tout, il était encore plus furieux, ils ont divorcé aussitôt après. Par contre, elle, cette disparition est devenue une affaire d'État, nationale, qui l'a complètement traumatisée. Et ensuite, elle a toujours voulu cacher sa vie privée. Et puis, elle a rencontré un homme plus jeune qu'elle, archéologue, qu'elle a épousé. Et finalement, on ne sait pas que cette femme a passé la moitié de sa vie, non pas dans son Devon natal, qu'elle adorait, à manger notamment de la crème fraîche, parce que c'était une très grosse gourmande, mais sur les champs de fouilles, en Syrie, en Irak, où elle a fait la carrière en grande partie de son mari. Faut pas mentir. Et bon, elle a décidé à partir de ce moment-là de construire sa vie d'abord, qu'elle ne quitterait plus jamais son mari. Il l'a trompée à la fin de sa vie, mais elle est restée. Et elle a écrit, travaillé, ça aussi, c'est une travailleuse, elle aussi. Quand elle était dans sa maison à Ninive, et c'était le bureau tout petit, et elle avait au début qu'une caisse avant d'avoir un vrai bureau, et elle travaillait. Et c'est une femme qui... Bon, c'est une femme, outre que c'est un écrivain extraordinaire, parce qu'elle a des idées, une imagination que peu de gens ont. C'est une femme de conviction. Voilà. Quant à Louise Michel, c'est bien sûr, évidemment, une femme de conviction, parce que c'est une politique engagée. Vous savez un peu. Complètement. Ça doit être assez rare qu'on parle de Louise Michel sur Radio Courtoisie, mais donc allez-y, profitez-en. Je vais dire honnêtement que quand j'ai parlé de Louise Michel à mon éditeur, il a hésité 5 minutes, et puis oui, pourquoi pas, et puis finalement, il a bien fait. Puisque finalement, il s'est aperçu que Louise Michel aussi est un personnage intéressant, même si on n'est pas... Alors, elle devient anarchiste. Au départ, c'est une républicaine, institutrice, fille d'un châtelain. Mais alors, c'est extraordinaire, parce que la bonne, qui est sa mère, n'est pas mise à la porte. À l'époque, on mettait quand même la mère à la porte. Là, non, elle est élevée par le châtelain et sa femme. Donc, elle reçoit une très bonne éducation. Elle est extrêmement cultivée. Et puis, à la mort, elle se retrouve du châtelain et de sa femme, elle se retrouve... la bâtarde, elle monte à Paris, elle est institutrice, républicaine, c'est la fin du Second Empire, la guerre 70, la Commune, elle prend les armes, elle trouve que le sang, elle aime ça, même si après elle ne tuera plus personne, c'est le seul moment, et puis elle est déportée en Nouvelle-Calédonie quand même pendant 8 ans, et là elle découvre, c'est très important le voyage en Nouvelle-Calédonie, et elle devient anarchiste. Alors, l'anarchie, oui, elle veut renverser le vieux monde, et elle ne dit pas ce qu'il y a après, il n'y a rien, enfin, on ne sait rien, c'est pas... C'est d'ailleurs le propre de l'anarchiste, il ne va pas reconstruire on ne sait pas ce qu'il y aura après. Mais c'est une femme qui a dévoué sa vie à sa cause, c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1800-1900, c'est la seule grande femme politique publique, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, et elle attire les foules. Et elle attire du monde tout le temps, y compris les bourgeois qui descendent pour aller l'écouter dans l'actuelle salle de l'Olympia, où elle donne des conférences. Bon, vous avez compris qu'il n'y a pas que chez George Sand qu'il y a de la passion, passion de la vie, passion de l'étude. Agatha Christie, je signale, c'est paru chez Perrin. Ça existe aujourd'hui dans la collection Tempus, qui est la collection de poche des éditions Perrin. Et Louise Michel, c'est paru chez Perrin aussi en 2024, et il y aura probablement la version Tempus bientôt, mais pour l'heure, je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie d'aller acquérir ce magnifique livre de Marie-Hélène Bellac, George Sand, La passion de la vie, Perrin, Bibliothèque nationale de France. Je vous remercie beaucoup d'être passé par chez nous. On attend le prochain, parce qu'on peut parler comme ça avec vous. Ce sera différent. Eh bien, écoutez, on en parlera. Ce sera passionnant encore. Ce sera encore une vie passionnante. Ouais, on va en parler avec beaucoup de plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et puis, comme je termine toujours par un petit conseil cinéma, je vous conseille évidemment à tous d'aller voir, revoir et d'emmener voir vos amis le film L'Abandon sur les derniers jours
de Samuel Paty. D'abord, c'est un film très réussi sur le plan cinématographique, mais évidemment, il est beaucoup plus que ça. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit en compagnie d'Axel. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, 22 juin, je crois. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Ouais. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.